si un pays veut avoir comment une légitimité politique, encore aujourd'hui, il a tout intérêt à faire venir de l'extérieur des observateurs qui peuvent être des observateurs des Nations Unies, mais qui peuvent être aussi des observateurs africains d'une organisation africaine locale, ou qui peuvent venir de l'Union africaine, qui est donc l'organisation panafricaine, mais qui peuvent venir également d'institutions plus spécialisées. Je parlais de la francophonie, qui fait beaucoup d'observations électorales, ou de fondations privées, il y en a plusieurs, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, qui peuvent observer, donc, et ensuite faire rapport en disant les élections se sont bien passées ou pas. Donc ça, c'est la règle la plus générale, ce qui montre une certaine immaturité encore du système électoral africain, parce qu'on a besoin d'un secours extérieur pour l'organiser. Sachant aussi que dans certains cas, c'est très compliqué d'organiser des élections. J'ai parlé tout à l'heure de la République démocratique du Congo, ce pays qui est immense, qui est un véritable pays continent, où il y a énormément de problèmes logistiques, ne serait-ce que pour transporter des urnes et des bulletins de vote. Il n'y a pas eu de recensement de la population depuis 1984, donc le fichier électoral qui doit reposer sur l'état civil est très, très défaillant. Il y a 40 000 bureaux de vote à installer, il faut installer des commissions, etc. C'est très compliqué. Donc, les observateurs étrangers font du mieux qu'ils peuvent et doivent tenir compte, s'amender pour dire, écoutez, là, ça ne s'est pas très bien passé, on n'a pas pu ouvrir le bureau de vote parce qu'il y a une pandémie qui n'est pas le Covid, qui est plutôt Ebola ici, où il y a des risques sécuritaires là, où le matériel électoral n'est pas arrivé avec beaucoup de retard, ou n'est pas arrivé du tout. Donc, il faut reconnaître que dans certains cas, organiser des élections peut être très compliqué techniquement, hein, et très coûteux. Ça coûte très, très cher d'organiser. Donc, de ce point de vue-là, les observateurs, qui est votre question, font du mieux de leur métier et s'amendent, ils sont obligés de considérer qu'il y a des circonstances particulières. Mais il y a des pays, ça a été le cas, je l'ai dit pour la Guinée, ça a été le cas pour le Burundi. Ce matin, le chef d'État sortant est décédé. Ça a été le cas pour le Burundi, où les pays refusent l'observation extérieure. Et ce faisant, jette un doute, introduisent un doute sur la véracité des résultats, sur la légitimité du processus, etc. Et puis, il y a des pays où il y a des observateurs extérieurs qui font un constat qui peut être négatif, dont se fiche royalement le régime en place, qui n'en tient pas nécessairement compte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des observateurs étrangers, mais il y a aussi des observateurs nationaux. Tout à l'heure, je parlais de l'Église en République démocratique du Congo, mais depuis une quinzaine d'années, de manière à peu près systématique, il y a des ONG locales, des organisations de la société civile, qui mettent en place un système de contrôle parallèle des élections. Moi, je l'ai vécu la première fois et je pense que c'est un pays novateur de ce point de vue-là. Je l'ai vécu au Kenya, où lors des élections des années 2000, il y avait un représentant, voire plusieurs, d'ONG locales dans chacun des bureaux de vote. Et donc, et qui, de manière intelligente, regardait comment se faisait l'élection le jour du vote, s'il n'y avait pas de bourrage d'urne, par exemple, si tout le monde pouvait rentrer, si les horaires étaient respectés, s'il y avait un contrôle de l'identité des candidats, si un contrôle d'identité des électeurs, si les électeurs ne se présentaient pas plusieurs fois dans le même bureau, dans des bureaux avec. Donc, voilà, il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire. Et puis qui ensuite centralise les données parallèlement à celui de l'État et pour dire si les élections se sont bien tenues ou pas. Les choses se sont nettement améliorées avec la biométrie, c'est-à-dire que les fichiers électoraux maintenant sont informatisés, numérisés, les résultats sont numérisés, il y a souvent de plus en plus de votes électroniques, hein, ce qui permet
a priori un peu plus de transparence, un peu moins de bidouillage, mais enfin, on n'est jamais totalement sûr que les applications n'aient pas été bidouillées, manipulées. Donc, voilà en gros ce qu'on peut dire sur cette question des élections et cette question du contrôle électoral. Alors, il existe des commissions électorales nationales, qu'on appelle souvent la commission électorale indépendante, commission électorale nationale indépendante, la CENI porte toujours le même nom, qui organisent en quelque sorte les élections depuis l'enregistrement, l'enrôlement des électeurs jusqu'à la proclamation des résultats, et qui, en cas de contestation, examinent les contestations et les amènent au plan judiciaire quand c'est nécessaire. Ces commissions électorales dites indépendantes font l'objet de beaucoup de discussions et souvent sont contestées par l'opposition. Quand vous avez perdu une élection, vous dénoncez des bourrages d'urnes, vous dénoncez la commission électorale au fait qu'elle n'est pas véritablement indépendante. Alors, il y a eu des cas où des commissions électorales ont été courageuses, ont été assez loin dans la dénonciation des résultats. Ça a été le cas au Kenya lors des dernières élections, où la commission électorale puis la Cour suprême ont annulé les élections qui s'étaient tenues et qui opposaient deux personnalités très fortes, Kenyatta d'un côté et Odinga de l'autre, et les élections ont été annulées et il a fallu refaire des élections un peu plus tard. C'était la première fois dans l'histoire africaine qu'une telle décision courageuse, du point de vue des instances supérieures, commission électorale et Cour suprême, qu'une telle contestation avait été faite. Donc il y a eu un grand soulagement parmi les démocrates africains qui se sont dit, ça y est, il y a un précédent. Pas de pause, on a organisé de nouvelles élections. La commission électorale, un certain nombre de gens ont quitté la commission électorale parce qu'ils ont pris peur, sous les pressions. Et le deuxième scrutin, donc, qui s'est tenu après, l'autre candidat, Odinga, ne s'est pas présenté. Ce qui fait que Kenyatta a été élu avec un score soviétique de 96% des voix, mais avec une participation tout à fait résiduelle. Il devait avoir 35% de participation. Donc, il y a eu un bon début, une belle décision courageuse, et puis finalement, cette histoire a mal tourné, et ça a été une déception parmi les démocrates africains, bien évidemment, une déception tout à fait importante. Voilà, donc vous voyez, on peut retenir plusieurs choses de ce premier diagnostic, c'est qu'il y a des élections en Afrique, multiparties, partout, mais elles se déroulent de manière différente de chez nous, selon des procédures qui sont acclimatées au contexte politico-social. Dans certains cas, il y a des avancées, des élections, les dispositifs électoraux s'améliorent à chaque fois, sont de plus en plus transparents. Dans d'autres cas, il y a des régressions et les élections ne traduisent pas véritablement le vœu du peuple. Face à cette situation, on observe depuis quelques années ce que j'appelle la fatigue du vote. Vous avez vu la photo que j'ai montrée de 1994 en Afrique du Sud, où je parlais de l'enthousiasme, de l'engouement formidable des électeurs pour aller voter. Un problème d'identité, je vote donc j'existe, je participe à la vie sociale et politique. Eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a de moins en moins d'électeurs qui se présentent au scrutin. On est en gros à 50% de participation. Et l'abstention est particulièrement forte chez les jeunes et chez les femmes. Ce sont les deux catégories de population, et chez les jeunes femmes. Donc, c'est les deux catégories de la population qui votent le moins et qui probablement sont très déçues du fonctionnement des institutions.
cette abstention qu'on connaît d'ailleurs dans les sociétés occidentales, bien évidemment, ce phénomène, je veux dire presque mondial, est forte quand on vote depuis longtemps. Si on vote depuis les années 90, aujourd'hui, on vote beaucoup moins. Si c'est la première fois qu'on vote, on y va. Vous voyez, donc avec le temps, il y a une montée de cette fatigue du vote qui est importante à analyser parce que si on veut faire avancer la démocratie, je pense que c'est pour nous quelque chose d'absolument fondamental, il faut qu'on regarde comment cette démocratie peut se formaliser en dehors du processus électoral. Est-ce que l'équation élection-démocratie est obligatoire? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir démocratie sous d'autres formes?